Merci beaucoup. Je me réjouis effectivement d'être, même si c'est en distance avec vous, c'est le premier des colloques thyliques francophones auxquels je n'assiste pas physiquement, mais je suis content de l'être par vidéo. Alors, je vais m'arrêter sur un cas concret d'ambiguïté existentielle, exactement d'ambiguïté éthique. Il s'agit du problème de la culpabilité de l'Allemagne et des Allemands tel qu'il se pose à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je l'examinerai à partir de Paul Tillich, bien entendu, mais aussi à partir de Karl Jaspers et de Hannah Arendt. Trois penseurs qui ont en commun, en plus de leur formation philosophique, d'avoir eu maille à partir avec le nazisme et d'avoir décidé à un moment ou à l'autre de changer de nationalité, de prendre une autre nationalité que l'allemande. Jaspers traite de la culpabilité dans des cours, la culpabilité allemande, dans des cours qu'il a donnés à Heidelberg au semestre d'hiver 45-46. Je rappelle que la capitulation de l'Allemagne est de mai 45, c'est donc vraiment d'une actualité brûlante, que Arendt lui consacre plusieurs articles entre 45 et 64, que Tillich en parle souvent entre 42 et 44 dans les allocutions que les Alliés diffusent dans leur programme de propagande sur l'Allemagne, et Tillich y revient, mais beaucoup plus brièvement, dans des conférences et des écrits qui s'échelonnent de 52 à 65. Alors, avant d'analyser leur position, quelques indications sur le contexte. En 45, parmi tous les problèmes qui se posent, il y en a un qui préoccupe les Alliés, c'est comment sanctionner les crimes des nazis. Et faut-il en rendre responsables les seuls exécutants ou déclarer coupable l'ensemble de la population allemande? Conformément à la tradition juridique occidentale, il privilégie des procédures individuelles. Ainsi, au procès de Nuremberg, octobre 45, le procureur américain Robert Jackson précise qu'il ne s'agit pas d'inculper le peuple allemand, mais ceux qui ont commis des crimes. Il y a bien le programme de dénazification qui a une dimension collective, mais ce n'est pas une mesure juridique destinée à punir des coupables. Il s'agit plutôt d'une cure thérapeutique qui vise, selon une expression de Tillich, à décontaminer l'âme allemande de l'effroyable poison qui lui a été injecté. Et déjà, on voit une ambiguïté entre culpabilité et maladie. Les Alliés n'en continuent pas moins à s'interroger sur la nature du nazisme. Est-ce un accident? Est-ce une maladie? Est-ce une déviation? Ou bien est-ce le fruit même de la culture et de l'âme allemande? Est-ce que c'en est l'aboutissement logique? Un débat qui a de grandes répercussions politiques, on s'en doute, et qui continuera, en tout cas en France, jusque dans les années 60, en gros jusqu'aux accords Adenauer-De Gaulle. Du côté allemand, je relève dans le deuxième semestre de 45 deux déclarations qui me paraissent significatives. La première date du 23 août 45, où l'Assemblée des évêques catholiques d'Allemagne, réunie pour la première fois après la défaite, après la cessation des hostilités, déclare déplorer profondément les horreurs qui se sont produites sous le régime national-socialiste. Beaucoup d'Allemands, dit-elle, même dans nos rangs, se sont laissés tromper par les doctrines fausses du national-socialisme.
une responsabilité lourde pèse sur ceux qui auraient pu empêcher de tels crimes par leur influence et qui non seulement ne l'ont pas fait, mais ont rendu possible ces crimes et se sont déclarés par là solidaires des criminels. Fin de citation. Cette Assemblée reconnaît donc des fautes individuelles qu'elle module. Il y a ceux qui ont adhéré au nazisme et qui ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Et puis, il y a ceux qui sont restés passifs. Ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Par contre, l'Assemblée des évêques refuse catégoriquement une culpabilité collective du peuple allemand. Dans un souci, dit-elle, dans un souci de justice, la culpabilité doit être vérifiée cas par cas, systématiquement et partout, afin que les innocents n'aient pas à souffrir avec les coupables. 2 mois plus tard, en octobre 1945, le Conseil des églises évangéliques, donc protestantes en Allemagne, publie une déclaration qui a une autre teneur. Elle ne dit pas « il y a parmi nous des coupables », mais elle dit « nous sommes tous coupables ». Je cite « c'est avec une profonde douleur que nous déclarons, par notre faute, d'indicibles souffrances se sont abattues sur beaucoup de peuples et de pays, bien qu'ayant lutté durant de longues années contre le régime effroyable du national-socialisme, nous nous accusons de n'avoir pas porté témoignage, de ne pas avoir porté un témoignage plus courageux, de n'avoir pas prié fidèlement, de ne pas avoir eu une foi plus joyeuse et un amour plus fervent. Fin de citation. Cette déclaration a eu dans les églises protestantes, parmi les protestants des pays alliés, un retentissement considérable. D'autant plus fort que ces rédacteurs avaient été des opposants au nazisme. Il y avait parmi les rédacteurs le pasteur Niemöller, qui avait passé 7 ans en camp de concentration. Malgré leur résistance, et bien qu'ils soient victimes, ils se considèrent spirituellement et religieusement inculpés par ce qui s'est passé. Même ceux qui n'ont pas commis de crime, même ceux qui ont politiquement combattu le régime hitlérien, même ceux qui en ont été les victimes, ne sont pas indemnes. Voilà, c'est dans cette question, avec ces deux positions, c'est dans ce contexte, avec ces deux oppositions, que réfléchissent Jaspers, Arendt et Tillich. Il y a des différences, mais il y a aussi une large convergence dans leurs analyses que je résume et synthétise en 5 points. Premier point, ces 3 auteurs demandent aux Allemands de ne pas tomber dans l'erreur de 1919, autrement dit de ne pas nier leur responsabilité et d'accuser les autres. Il leur faut reconnaître leurs erreurs et leurs crimes. On ne doit pas certes assimiler l'Allemagne avec le nazisme. Le nazisme, même si on peut considérer que certains traits du caractère allemand l'ont favorisé, le nazisme n'est pas le fruit de la culture germanique. Au contraire, il la contredit, la nie et la dévaste. Les Allemands sont les premières victimes du nazisme, le premier peuple à avoir été attaqué et vaincu, le premier à avoir été réduit en esclavage et avoir subi une tentative de destruction de ses structures, de ses valeurs, de sa culture et de son esprit. Du coup, la défaite, aussi douloureuse soit-elle, est paradoxalement pour lui aussi une libération. Il n'en demeure pas moins qu'à la différence d'autres peuples, en même temps que victime, le peuple allemand a été bourreau. Bourreau en ce sens que même quand il n'a pas applaudi le tyran, il a laissé agir, souvent avec une satisfaction secrète
celle de la revanche prise sur 18, et il a été un instrument particulièrement efficace pour les entreprises criminelles d'Hitler. À la fin de la guerre, beaucoup d'Allemands ont tendance à trouver injustes et excessives les accusations des Alliés. Le pasteur Wissertouft, secrétaire général du Conseil œcuménique, alors en formation, rapporte des propos entendus en Allemagne en août 1945. Les crimes ont été commis par quelques hommes pervers. La nation allemande n'est pas responsable. De toute façon, tous les pays sont coupables des souffrances causées par la guerre. Et nombreux, dit Wissertouft, sont ceux qui ont le sentiment qu'on les condamne parce qu'ils ont été vaincus et non pas en raison d'atrocités hors normes. Ce qui leur permet, de garder au prix de bien d'ambiguïté, une bonne conscience et une certaine estime d'eux-mêmes. Jasper et Arendt condamnent, dénoncent quelquefois assez férocement cette attitude. Et ils réfutent les unes après les autres les échappatoires possibles. On ne doit pas atténuer, excuser, encore moins nier ce qu'ont fait les Allemands, mais le reconnaître et le regarder en face. De son côté, Tillich distingue le sentiment de culpabilité de la culpabilité objective. Beaucoup, dit-il, refoulent ou éliminent le sentiment de culpabilité par divers moyens, en ignorant volontairement ou en ne voulant pas savoir ce qui est arrivé, ou encore en ne s'en souvenant pas, en ne le gardant pas en mémoire, ou bien en accusant les autres, ou enfin, plus subtilement, en se persuadant que les crimes nazis ont été largement punis et expiés par les souffrances atroces qu'a subies le peuple allemand du fait de la guerre. La peine aurait compensé et effacé le crime. Et à ce propos, en théologien, Tillich note que si la compensation ou l'équilibre entre faute et punition est effectivement un principe de droit, la justice, en tout cas telle que l'entend la Bible, la tradition chrétienne, la tradition juive et chrétienne, la Bible lui donne un tout autre sens. La justice consiste à rétablir ou à restaurer une relation détériorée, ce qui suppose, je cite, la reconnaissance et la suppression des causes de l'injustice. Donc, nos trois auteurs sont d'accord, loin de fuir et de nier sa faute sous prétexte qu'elle est ambiguë, l'Allemagne doit l'assumer, c'est la condition même de son redressement. Deuxième point. Pour nos trois auteurs, il est clair que chacun est personnellement responsable de ce qu'il a fait et doit être sanctionné en conséquence. On ne peut pas rejeter la faute ou le crime qu'on a commis sur le groupe auquel on appartient, que ce soit l'armée, le parti ou la nation. Et les instructions reçues du gouvernement ou de la hiérarchie militaire n'innocentent en rien le soldat ou le fonctionnaire allemand qui a contribué à l'extermination des Juifs dans les camps de la mort. La formule « un ordre est un ordre » ne peut jamais avoir de valeur décisive, écrit Jaspers. Même si Jaspers admet qu'on puisse considérer comme circonstance atténuante la contrainte de la discipline militaire.
Arendt redoute que la notion de culpabilité collective élimine la culpabilité personnelle et qu'elle soit une justification commode pour l'acquittement des criminels. Les Allemands, l'Allemagne est criminelle, mais tel ou tel Allemand ne l'a pas été particulièrement. On ne peut pas considérer, écrit Arendt, Ekman, comme un infime rouage, donc à peine coupable d'un système criminel. Et Arendt préfère parler de responsabilité plutôt que de culpabilité. Mais Jaspers n'est pas d'accord, il considère que le terme de responsabilité est trop faible. Tillich, de son côté, souligne que dans une nation ou un groupe, il y a bien des structures de pouvoir, mais pas une unité analogue à celle d'un soi centré. Quand mon bras fait quelque chose, c'est moi qui le fais. Et mon geste engage ma personne tout entière. Par contre, ce que fait un compatriote, un collègue, un membre de mon Église, ce n'est pas moi qui le fais. Et quelle que soit la force des liens et des solidarités, on a affaire à des centres de décision différents. On commet donc une injustice en condamnant quelqu'un pour des actes qu'il n'a pas personnellement commis, dont il n'a pas eu connaissance ou qu'il n'avait pas les moyens d'empêcher. Aussi, précise-t-il, on ne saurait sérieusement imputer les crimes des nazis, je cite, à l'ensemble de la nation allemande. Elles concernent un nombre limité de groupes et d'individus. Il importe, souligne Jaspers, de ne pas penser en bloc, par catégorie collective ou par rubrique générale. Et ce serait une erreur de faire de tous les Allemands des nazis, comme le souhaiteraient d'ailleurs les nazis, qui entendent que leur défaite soit l'anéantissement non pas d'un parti, mais soit l'anéantissement de l'Allemagne tout entière. Pourtant, malgré ces considérations, chaque Allemand porte personnellement une part plus ou moins grande de responsabilité et est donc pris dans ce que Tillich appelle une culpabilité tragique. Tragique en ce sens que le mal commis n'a pas été directement cherché, mais arrive en contre-coup d'une autre visée. Et Tillich distingue cette culpabilité tragique de la culpabilité des nazis qui veulent et font le mal, qui ont voulu et ont fait le mal pour lui-même. Cette culpabilité-là, dit-il, est non pas tragique, mais diabolique. Ou plus exactement, elle se situe à la frontière de l'humain et du diabolique. Troisième point. Si la culpabilité a une dimension personnelle irréductible, elle a aussi une dimension collective, je le répète, qui n'excuse en tout cas pas les individus ni n'efface leurs fautes personnelles. Loin de s'exclure, les deux dimensions se recoupent, se chevauchent et s'entrecroisent. En effet, les décisions de ceux qui gouvernent impliquent, engagent, qu'ils le veuillent ou non, les gouverner. Citoyen d'un État, écrit Jaspers, je dois assumer les conséquences des actes accomplis par cet État. Chaque individu porte une part de responsabilité dans la manière dont l'État est dirigé. De même, Tillich écrit « Tous les individus d'une nation sont responsables de l'existence du groupe qui gouverne. Personne, affirme Hannah Arendt, ne peut réaliser quoi que ce soit de bon ou de mauvais sans le concours des autres. Alors on doit certes moduler les responsabilités, elles sont plus ou moins grandes selon les cas, mais elles ne sont jamais
nul. Aucun Allemand n'est totalement innocent de ce qui s'est passé. On ne peut donc ni assimiler purement et simplement le peuple allemand avec le nazisme, ni totalement l'en dissocier. Que le tortionnaire nazi soit personnellement coupable ne rend pas innocents les autres Allemands. Ceux qui n'ont ni assassiné, ni supplicié, ont pourtant soit soutenu le régime, soit laissé faire, et sont devenus des complices. Ou bien encore, ils n'ont pas su l'empêcher d'agir criminellement. Ce pourrait être illustré d'ailleurs par le cas même du pasteur Niemöller, qui a passé 7 ans en camp de concentration, mais qui, en 1933, avait voté pour Hitler. Il s'en est très vite repenti, mais on voit bien là combien on est engagé dans une situation. Même les adversaires déclarés du nazisme portent donc une part de responsabilité, ce que Tillich, en 1952, dans une conférence donnée à Berlin, déclare, en rejoignant, avec un vocabulaire quand même moins piétiste, la déclaration du Conseil évangélique des Églises que j'ai citée en commençant. Tillich dit « Je n'ai jamais manqué d'expliquer à mes amis en Amérique que je me sentais coupable au sens de responsable de ce qui est arrivé. Pourquoi ? Parce que durant les années où ont été commis ces crimes, nous n'avons pas été assez forts pour les empêcher. Et nous ne nous sommes pas sacrifiés nous-mêmes, même quand nous avons protesté et que nous sommes devenus des émigrés ou des victimes. Et puis la faute porte sur les Allemands, mais elle concerne aussi, bien qu'à un degré moindre, les autres peuples. Durant les années 30, si la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis avaient eu une attitude plus résolue, plus lucide, plus positive, Hitler n'aurait probablement plus positive envers le peuple allemand, envers la République de Weimar. Hitler n'aurait probablement pas pu poursuivre son abominable entreprise. Donc, si la culpabilité n'est pas également partagée, personne n'en est totalement exempt ou indemne. Aucun individu n'est totalement étranger aux situations qui se produisent dans le monde. Nous devons, écrit Arendt, prendre sur nous la responsabilité de tous les crimes commis par les hommes et les peuples et assumer la responsabilité de forfaits commis par d'autres peuples. Cette imbrication du personnel et du collectif crée des situations foncièrement ambiguës et Hannah Arendt les a mis extraordinairement bien en valeur dans le paradoxe du criminel, à la fois monstrueux, horrible, et d'autre part banal, ordinaire. Il est, écrit-elle, un responsable irresponsable. Le nazisme est un système qui rend tout le monde criminel. Il organise une complicité générale. Il suscite ainsi une communauté nationale du crime. Et dans le même sens, Tillich dit à la radio, vers la fin de la guerre, à ses auditeurs allemands, « Vous êtes en même temps coupable et innocent. En même temps, vous avez mérité et vous n'avez pas mérité l'épouvantable catastrophe qui vous frappe. » Et ces ambiguïtés s'inscrivent très nettement, très clairement dans deux des tensions bipolaires qui, selon Tillich, structurent l'existence humaine. Celle entre la destinée, ce que nous ne maîtrisons pas et qui s'impose à nous, et la liberté, jamais nous ne sommes totalement et entièrement contraints.
Et puis la bipolarité entre la participation, chaque personne est un élément d'un être communautaire qui fait d'elle ce qu'elle est, et l'individualité, chaque personne est un sujet pleinement centré. Et que l'être humain soit une liberté finie implique qu'il n'est ni totalement responsable ou coupable, ni complètement irréprochable et innocent. Cette dimension à la fois personnelle et collective de la faute, Jaspers la désigne par l'expression de culpabilité collective. Alors on peut discuter du bien fondé de cette expression, mais peu importe. C'est vrai qu'Arendt préfère parler de responsabilité. À Berlin, en 1952, Tillich précise qu'il se sent coupable en tant que responsable. Et il explique que la culpabilité désigne l'échec de la responsabilité. Mais quelques années plus tard, Tillich rejette catégoriquement la notion de culpabilité collective, et c'est d'autant plus frappant que cette notion de culpabilité collective se trouve très présente dans les allocutions de guerre. C'est même le titre d'une de ces allocutions. Alors Tillich donc rejette plus tard la notion de culpabilité collective, mais maintient celle de responsabilité générale en reconnaissant que les frontières entre ces notions sont poreuses et floues. Il est souvent difficile, écrit-il en 1942, de distinguer le coupable de l'innocent. De même, Arendt écrit que la frontière séparant les criminels des gens normaux, les coupables des innocents, a été effacée. Donc cette distinction entre différentes sortes de culpabilité aide certes à analyser et à comprendre ce dont il s'agit, mais ne doivent pas trop servir à compartimenter les gens. Ils ne doivent pas faire oublier l'interdépendance et l'interaction qu'il y a entre elles, et donc ne pas faire oublier l'irréductible ambiguïté existentielle. Et les clarifications théoriques ne dissipent pas cette ambiguïté, au contraire, elles les mettent plutôt en évidence. Quatrième point, c'est ce que Jaspers appelle la culpabilité morale. Les culpabilités criminelles et politiques, dit-il, ont un caractère objectif et relèvent d'instances extérieures à la personne. Pour la culpabilité criminelle, ce sont les tribunaux à qui il appartient de la prononcer selon le droit positif. En ce qui concerne la culpabilité politique, les nations alliées, dit-il, ont compétence pour en juger. Et je ne cache pas avoir été étonné par la manière dont Jaspers souligne ce droit des vainqueurs de décider qui est politiquement coupable et la manière dont il incite les Allemands à se soumettre à ce type de décision. Par contre, la culpabilité morale est subjective. Elle ne relève pas d'une instance extérieure, elle relève de la conscience. Elle concerne la relation qu'on a avec soi-même, la manière dont on évalue sa propre personne et dont on juge ses comportements. Pour Tillich, elle exige qu'on sache se regarder soi-même, les autres nous servant de miroir. Arendt, dans une analyse particulièrement intéressante, la voit surgir quand, dans une sorte de tête-à-tête solitaire ou de dialogue silencieux, c'est son expression, de dialogue silencieux avec soi, le soi se dédoublant, quelqu'un sent qu'il ne pourra pas vivre en paix avec lui-même ou en compagnie de lui-même
s'il commet telle ou telle action. Passer le reste de ses jours avec le criminel qu'il deviendrait s'il faisait cet acte lui paraît insupportable. Je ne pourrais plus me supporter moi-même, comme on le dit en français, je ne pourrais plus me regarder dans la glace. La conscience ainsi comprise ne dit pas « ça, je ne dois pas le faire », mais ça, je ne peux pas le faire. Si je le fais, je ne suis plus moi. Que la conscience s'éveille ou se réveille et dévoile notre culpabilité morale a pour Jaspers une très grande importance, parce que c'est à ce moment-là qu'on entre vraiment dans le processus de repentance, repentance comprise comme une conversion et une purification intérieure, et elle permet donc un nouveau départ, un recommencement, en termes évangéliques, que Jaspers n'emploie pas, on dirait une nouvelle naissance. D'où d'ailleurs l'importance du souvenir, souligné par Arendt. En se souvenant, la conscience morale n'enferme pas dans la honte du passé, mais elle permet une transformation. Et on pense évidemment à la parabole du fils prodigue qui entre en lui-même et revient sur ce qu'il a fait pour s'examiner et changer de conduite. De même, Tillich estime que la repentance est la condition de la renaissance. Elle ne se borne pas au regret ou à la déploration des fautes commises, elle en supprime la cause, elle enlève ce qui fait ou a fait obstacle et permet d'aller de l'avant. Ce qui, dans la situation de 1945, implique le rejet et la condamnation par les Allemands du nazisme. Jaspers, cinquième point, mentionne une dernière culpabilité qu'il qualifie de métaphysique et qui déclare inexpiable. Elle relève de Dieu, unique instance compétente pour en juger. Si elle atteint tout être humain, seuls la ressentent, dit Jaspers, ceux qui ont atteint le domaine de l'absolu et ont fait par là même l'expérience de leur échec. Elle fonde les autres formes de culpabilité qui disparaîtraient si on l'éliminait. Même si Jaspers ne le signale pas explicitement, la parenté paraît évidente avec ce que la tradition chrétienne appelle le péché et rejoint ce que Tillich nomme l'aliénation existentielle, par quoi il entend la situation de l'homme séparé de Dieu, et qui n'est donc pas ce qu'il devrait être, l'homme dont la vie contredit l'essence. D'ailleurs, significativement, dans la théologie systématique, la question de la culpabilité allemande est abordée assez rapidement, mais abordée dans une page quand même, dans l'analyse de l'aliénation existentielle. On ne trouve pas chez Jaspers une analyse ou une définition théologique de la culpabilité. Il s'en tient, et c'est son statut de philosophe, à une description phénoménologique qui rend finalement assez difficile de la distinguer de la culpabilité politique ou morale. Et dans une lettre d'août 1946, Hannah Arendt fait remarquer à Jaspers que si cette culpabilité relève bien de l'absolu, ou, écrit-elle, on ne peut effectivement reconnaître aucun juge terrestre, elle renvoie aussi à la solidarité humaine qui, je cite, constitue le fondement politique de la République. Quel est le sens de la portée de cette remarque? Est-elle pour Arendt une manière d'écarter comme inutile le recours à une transcendance? Je n'en sais vraiment rien, mais en tout cas, son observation ne manque pas de pertinence,
car le texte de Jaspers, bien que parlant d'une culpabilité devant l'absolu, présente la culpabilité métaphysique à partir de la solidarité entre tous les humains qui rend chacun d'eux, je cite, co-responsable de toute injustice et de tout mal dans le monde. Si nous pouvions nous délivrer de la culpabilité métaphysique, écrit Jaspers, nous serions des anges. Je ne sais pas si c'est tellement enviable d'ailleurs. En termes théologiques, nous ne pouvons pas nous justifier et nous sauver nous-mêmes. Et en avoir conscience brise tout orgueil et transforme la conscience que l'homme a de lui-même devant Dieu. C'est ce qui rend possible la repentance et le jaillissement d'une source neuve de vie active. Et il me semble qu'en fin de compte, mais j'en suis pas sûr, c'est un sentiment de lecture, que Jaspers introduit la culpabilité métaphysique qu'il a de la peine à définir pour suggérer que finalement seule la grâce permet le recommencement qu'il appelle de ses voeux et que seule qu'elle produit la conversion, la transformation qu'il juge souhaitable et nécessaire. Alors je conclus, après avoir dégagé ces 5 points. Bien entendu, s'interroger sur la culpabilité ne se borne pas à localiser les responsabilités et à en déterminer les niveaux. Une question beaucoup plus profonde, beaucoup plus décisive, beaucoup plus essentielle se pose, à savoir comment restaurer et comment reconstruire ce que la faute et le crime ont détruit. Et sur ce point, en tout cas dans les textes que j'ai mentionnés, Arendt me paraît assez pessimiste. Elle pense que le nazisme marque l'entrée dans une nouvelle ère, sans commune mesure avec les temps qui l'ont précédé. Le nazisme a détruit les principes et règles sur lesquels pouvait se construire une civilisation acceptable. Il met en route, je cite, une monstrueuse machine de massacre administratif. Et il inaugure un monde de totalitarisme, de terreur et d'humanité. Et le mal ne s'arrête pas avec l'effondrement du régime hitlérien. Il se poursuit de manière insidieuse et continue d'affecter l'humanité. Arendt n'est cependant pas totalement pessimiste et espère un ordre politique européen et fédéral, au fond assez proche, et ça m'a frappé, de certaines des perspectives esquissées par Tillich en 1941 dans 3 articles sur les buts de guerre publiés dans Protestant Digest. Je les avais analysés lors du colloque d'Autun. Mais même si le monde d'après-guerre inquiète Jaspers, déçoit Tillich, ils envisagent davantage, me semble-t-il, qu'Arendt, un après qui permet de surmonter et de dépasser la catastrophe. Dans la repentance, dans le lien avec Dieu, un être nouveau peut surgir, même si c'est de manière toujours fragmentaire et provisoire et temporaire. Ils sont habités par une confiance et une espérance assez forte, alors qu'elles semblent non pas inexistantes, mais beaucoup plus frêles et fragiles chez Arendt. Comme le dit Jaspers, Arendt est habitée par une terrible colère dont on a l'impression qu'elle emporte tout. Alors, est-ce que, parce qu'Arendt a plus fortement que Jaspers et Tillich le sentiment d'un tournant irréversible de l'histoire, Tillich l'ont aussi, mais me semble-t-il, à un degré moindre, ou bien est-ce lié à son statut de juive qui va être tourmenté par le destin présent et futur d'Israël
ce qui ferait qu'après la catastrophe allemande, il y aura l'immense, ce qui pourrait être quand même la catastrophe du judaïsme, ou bien est-ce dû au fait que la transcendance ne joue apparemment pas grand rôle chez elle? En tout cas, elle ne semble pas voir de fin à l'ambiguïté existentielle, alors que Jaspers et Tillich pensent qu'on peut, au moins en partie, la surmonter sans pour cela l'éliminer. Je vous remercie.